Il y a des précédents historiques. Je crois que le truc le plus important, ce sont les manipulations du climat qui ont été faites au Vietnam pour jouer sur la date d'avancement de la mousson. Ça, c'est un truc, c'est factuel, il n'y a pas de problème, quoi. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Le Congrès nomme une commission d'enquête. Le Sénat découvre que l'opération Popeye a été programmée depuis la Thaïlande, sur le Laos, le Vietnam et le Cambodge, parrainée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans aucun ordre de mission officiel. La modification de la météo devait permettre d'embourber les routes, de favoriser les glissements de terrain, de noyer les passages de rivières et de conserver la boue au-delà de la saison habituelle. Personne ne remet ça en cause. Il y a même les auteurs de ces choses-là qui ont témoigné. Et à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, ça implique surtout d'avoir une bonne connaissance de la météo. Et à partir du moment où on connaît bien les mécanismes météorologiques, bien on agit en mettant des substances qui gênent l'apport d'énergie du soleil dans les couches atmosphériques. Et à ce moment-là, on crée des déséquilibres, on crée des inondations, etc. On fait ce qu'on veut, c'est tout. Quand on sait bien où agir et aux bons endroits. Moi, j'ai été énormément lié à l'armée, c'est-à-dire que tout ce que je faisais, il y avait du secret défense à tous les coins de rue, quoi. Et je voyais un petit peu ces gens grouiller. Les grands manipulateurs du climat, potentiellement, sont les militaires, hein. Le point de départ, c'est qu'on a beaucoup de mal à communiquer par radio avec les sous-marins. Pourquoi? Parce que il y a une couche d'eau entre les sous-marins et les ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, elles ont une profondeur de pénétration qui dépend de leur fréquence. Et pour arriver à communiquer avec des sous-marins, il faut des très basses fréquences. Et les très basses fréquences, ça se fait des très grandes antennes. Alors par exemple, je crois qu'en France, on doit avoir une installation qui doit être sur un plateau au sud, où on voit des très très grandes antennes comme ça, qui permettent de faire ces très très basses fréquences, qui à ce moment-là arrivent à franchir les masses liquides et à toucher le sous-marin. Bon. Mais il y a une autre solution qui consistait à utiliser l'ionosphère. Alors l'ionosphère, c'est les couches de la haute atmosphère qui sont à 80 km d'altitude, et ARP, c'est comme ça que ça fonctionne. ARP, vous avez toute une batterie d'émetteurs de micro-ondes qui agissent sur cette ionosphère et qui l'ionisent. Et alors, il y a une chose, c'est qu'on peut à ce moment-là créer une ionisation, désionisation à très très basse fréquence, en faisant osciller une masse de plasma qui fait des dizaines de kilomètres de largeur et qui à ce moment-là oscille lentement. Et ça, c'est vraiment le vecteur pour communiquer avec les sous-marins à très grande distance. Puis alors après, on s'est aperçu d'autre chose, c'est qu'on pouvait, avec deux pinceaux de micro-ondes, en les croisant en haute atmosphère, faire une surface gauche ionisée, qui à ce moment-là peut servir de réflecteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne voit rien, puisque c'est simplement du plasma. On crée des miroirs, et à ce moment-là, les ondes électromagnétiques peuvent se réfléchir, ce qui permet à ce moment-là à un pays de communiquer par radio avec un sous-marin qui est aux antipodes. C'est merveilleux. Bon. Alors ça, c'est le point de départ de HARP. Les Russes ont la même chose. Tout ça, c'est assez classique. HARP est décrit comme un outil d'énergie, propulsant des clusters d'électrons vers la haute atmosphère. Sura, son pendant russe, aurait été initié en 1983 par le ministère de la Défense soviétique pour étudier le comportement de la ionosphère lorsqu'elle est soumise à des tirs d'électrons, afin d'émettre à très basse fréquence, notamment pour communiquer avec les sous-marins. Tout comme HARP, Sura est un champ immense d'antennes tournées vers le ciel, un envoi massif d'ondes courtes, expérimentation qui, au demeurant, augmenterait le phénomène des aurores boréales. Ne semblant pas sans risque, cette modification du comportement de la ionosphère serait comme une porte ouverte vers des dérèglements climatiques de tout ordre. D'ailleurs, presque tous les continents ont développé des plateformes expérimentales similaires. En Europe, l'AISCA, située en Finlande près d'Andersal, regroupe la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, la Norvège et la Suède. Il y a également une plateforme à Murada, au-dessus d'Osaka au Japon. Ces multiples centres de tir de high energy donnent à penser que la possibilité d'influencer le climat n'est pas un leurre. Alors après, est-ce qu'on peut faire autre chose avec HARP? Mais en fait, justement, en agissant avec ces micro-ondes, on peut créer des fenêtres dans la haute atmosphère. Et c'est là que la clé, disons, l'arme météorologique, ça consiste dans une région du globe
à créer une région chaude et une région froide. À un endroit, vous allez mettre un écran en dispersant des particules qui fait que la chaleur du soleil arrive moins, donc vous allez baisser en température. Et de l'autre côté, au contraire, avec des micro-ondes, vous allez au contraire faire un trou dans la haute atmosphère. Et ce genre de choses-là, ce sont des armes qui vont mettre plusieurs jours à démarrer. C'est-à-dire que si on fait une chose comme ça va pas être instantané. On n'appuie pas sur la détente, on dit boum, il va se passer ceci. Non, mais simplement en injectant de l'énergie, pas tellement d'un côté et en occultant de l'autre, ben on arrive à fabriquer ces différences de pression, différences de température. Puis à ce moment, il y a un règlement de compte terrible. À ce moment-là, on fait ces fameuses tempêtes, tout d'un coup, où il y a des vents à 200 km/h, on ne sait pas d'où ça sort. Et ça, on est capable de faire ça. Et ça, c'est expérimenté, à mon avis, c'est une certitude. Ben, les nanoparticules, par définition, elles sont toutes petites. Alors c'est intéressant parce que quand on disperse des particules dans la haute atmosphère, ben elles tombent. Alors elles tombent pas vite. Disons que ces particules-là, elles vont tomber à quelques centimètres par seconde. Tandis que si c'est des nanoparticules, la vitesse de chute devient inappréciable. On arrive à quelque chose de beaucoup plus permanent. Alors déjà, le fait que les particules soient toutes petites, c'est intéressant. Bon, ces particules, elles peuvent aussi être des récepteurs pour ces micro-ondes. Donc on peut coupler cette histoire plus ces nanoparticules. Après, le fait que elles vont se mélanger à notre nourriture, enfin bon, il y aura des effets. Ce sont des retombées, c'est ce qu'on appellerait les effets collatéraux, quoi. Oui. Il y a une chose, par exemple, c'est que mettre des substances dans la haute atmosphère, c'est aussi une façon de permettre d'avoir des réceptions radio au-delà de l'horizon. Vous savez, quand on a des récepteurs radio ou radars, tout ça, c'est limité par la courbure de la Terre. Bon, tout d'un coup, si des gens disent, vous savez, si je mets des substances à tel endroit, on va gagner 500 km. Faisons-le. Oui, mais ces substances, ça va faire des problèmes de santé. Alors là, on s'en fout. Les expérimentations nucléaires qu'on a fait à Mururoa, c'est épouvantable ce qu'on a fait. On a foutu la Polynésie en l'air, on a créé des cancers. Un jour, il y a eu une explosion à Mururoa, et vraiment les vents dominants ont emmené le nuage sur des îles au sud-ouest qui ont été très touchées. Eh bien, les médecins sont allés mettre leur compteur GGR sur les salades, et ça crépitait de tous les côtés. On n'a rien dit aux populations. Il ne faut pas créer la panique. Vous voyez, on n'a rien dit. Alors il y a des bouquins là-dessus, c'est documenté. Non, mais je veux dire, moi je trouve ça choquant, c'est ce cynisme de la technologie militaire, c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va avoir des armes à micro-ondes pour contrôler les foules, crowd control, contrôler les foules? Alors les armes sismiques, ça c'est un sujet extrêmement intéressant. Et pour moi ça débute en 1983. Alors, en 1983, je me rends à Chicago à un colloque de magnéto-hydrodynamique. Puis à l'époque, je sais pas ce qui se passait, mais les Américains étaient peu présents. Surtout, il y avait des Russes. Et je rencontre des Russes et je vois ce qu'on appelle un générateur de Pavlovsky. Les Russes sont des champions dans cette magnéto-hydrodynamique et ils ont étudié des générateurs qui sont couplés à des propulseurs à poudre. Alors, ils sont d'ailleurs transportables, on peut en mettre 2 énormes comme ça sur un camion. C'est des objets qui font, je sais pas, 2,50 m de diamètre sur 10-15 mètres de long, et ça fonctionne pendant un temps limité, pendant quelques dizaines de secondes, 1 minute, 2 minutes, et à ce moment-là, autour, il y a des choses qui ressemblent à des camemberts, qui sont des bobinages magnétiques, et ça marche par auto-excitation. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce genre de choses-là, mais disons qu'on a des installations qui sont capables de produire des puissance électrique de dizaines de mégawatts, 10, 20, 30 mégawatts comme ça. Et avec ces 30 mégawatts, on peut faire des tas de choses très intéressantes. Alors par exemple, comment fonctionne une arme sismique? Ben, c'est les Russes qui ont développé ça. Ils ont ces espèces d'énormes camions avec des roues gigantesques qui permettent d'aller dans des terrains tout à fait accidentés. Puis à ce moment-là, à côté, il y a un derrick sur le camion, un derrick d'une dizaine de mètres. Pourquoi? Pour faire un trou dans le sol. Pas pour aller mettre des tubes pour prélever de l'eau ou un truc comme ça, non, pour mettre des tiges simplement. Ces tiges, c'est des électrodes. Et ces électrodes, ben, on va en mettre à un endroit, puis à un autre endroit. Et en dessous, il y a une nappe phréatique, une rivière souterraine, simplement si c'est humide. Et à ce moment-là, avec le générateur, on fait passer des milliers d'ampères dans ces tiges, et dans la nappe phréatique, on va créer une ébullition, on va créer de la vapeur. Et vous imaginez, il y a un vérin extraordinaire. Donc imaginez une couche comme ça, où à 150 mètres, 200 mètres, peu importe de profondeur, il y a une nappe phréatique, on va faire effort sur ce truc-là. On va créer même des mouvements qui sont très faibles, mais si on est dans une zone où il y a une tension, vous savez, les tremblements de terre, ça existe, comme par exemple dans la faille de Sant'Andrea, vous avez une faille et vous avez 2 couches de roches qui demandent qu'à glisser, et tac,
Et alors, à ce moment-là, le mécanisme, ça évoque le revolver. Le revolver, vous avez une énergie très faible pour appuyer sur une détente. Et là, c'est pareil. On développe des mégawatts, bon, mais c'est rien du tout à côté de ce qu'on va déclencher. Donc, on peut déclencher un séisme. Alors ça, c'est fantastique parce que quand vous déclenchez un séisme, si c'est une faille, éventuellement, les dégâts vont se faire à 300 km. Parce que ça se propage, oui. J'ai été au courant de ce genre de choses-là dès les années 80. Après, ça commence un petit peu à venir. Mais quand on parle de ça, on est conspirationniste. Comment est-ce possible que des scientifiques, que la technique peut utiliser faire ça? Mais c'est exact. L'armée, c'est son métier de tuer les gens. Et en plus, si on lui propose de le faire en toute discrétion, c'est extraordinaire. Voilà. Alors des armes bactériologiques, des armes météorologiques, des armes sismiques, il y a toute la panoplie, quoi. Et les armes cancérigènes. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est la même chose que de créer des épidémies. Bon, moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, moi, je m'étais intéressé à la possibilité d'agir sur le virus du sida à l'intérieur des lymphocytes T4 en agissant avec des micro-ondes pulsées, des micro-ondes à 3 GHz, pulsées en très basse fréquence. Et à ce moment-là, on sait depuis très longtemps que l'ADN est 400 fois plus absorbant que l'eau. Donc si on arrive à une fréquence de résonance très pointue, on arriverait à briser des ARN de virus. Et à ce moment-là, un monsieur qui faisait un peu l'intermédiaire entre moi et les militaires, qui s'appelait Gilbert Payan, il est décédé maintenant, il m'a amené un beau document qui s'appelait Évocation des cancers. Évocation des cancers, c'est un truc qui émanait de la recherche militaire française, une recherche axée sur la création d'armes cancérigènes. Alors vous voyez, si on est capable de créer des armes cancérigènes, on est capable de faire n'importe quoi. Le climat, n'importe quoi. Alors, en 1975, moi j'ai des tuyaux comme quoi les Américains sont en train de développer des lasers très puissants. Et c'est vrai que les lasers, c'est né dans les années 60, dans les laboratoires. Moi, j'ai vu les premiers lasers, il y a des petits rayons lumineux, on mettait son doigt devant. Puis alors après, la puissance des lasers a augmenté. Quand je suis allé à Livermore en 76, j'étais le premier non-américain à voir les lasers d'1 terawatt. Donc c'est là tout d'un coup qu'on s'aperçoit qu'il y a une capacité de faire des lasers de très grande puissance. Alors soit c'est des lasers en continu, soit c'est des lasers en impulsion. Alors après la palette est extrêmement vaste, que ce soit du côté américain et surtout du côté russe. Donc à ce moment-là on est capable de faire des lasers. Les armes énergisées, c'est des lasers, c'est des armes à particules, des armes à micro-ondes, tout ce qu'on veut. Mais simplement on peut transporter de l'énergie à très grande distance. C'est vrai que les armes anti-satellites, on a un truc qui va tirer sur un autre satellite, il y a des milliers de kilomètres. Alors des milliers de kilomètres, un satellite ça a une taille d'1 mètre, quoi. Alors arriver à une précision d'1 mètre sur 1000 km, mais ça c'est un micro-radian. Savez-vous quelle est la précision d'un télescope terrestre? Non, un micro-radian. Pas de problème. Les astronomes font des visées de ce genre. Il y avait un scepticisme absolu. Comment on pouvait tirer sur une pièce de monnaie à 500 mètres? Pas de problème. Ça envoie un rayonnement, quoi. Alors, ça peut être quelque chose pendant un certain temps, on arrive à chauffer, ou ça peut être un pacte, mais il y a surtout des choses qui intéressent beaucoup les militaires. Ce sont les armes à rayons gamma. Parce que les lasers, on sait faire des lasers qui fonctionnent dans l'infrarouge, on sait faire des lasers à ultraviolet, dans les couleurs, mais après, on peut aussi envisager des lasers à rayons X, et puis après, des lasers à rayons gamma. Alors, si on sait faire des lasers à rayons gamma, eh bien, quand on frappe une cible à rayons gamma, on fait des réactions nucléaires à l'intérieur, oui. C'est vraiment le rayon des intégrateurs. Alors, quand vous me dites jusqu'où ça va, eh bien, ça va jusqu'au rayon des intégrateurs. Bon, est-ce que c'est opérationnel? Je ne sais pas, mais ça le sera fatalement. On saura faire des choses comme ça. Alors, maintenant, est-ce qu'on sait faire des lasers à rayons gamma? Oh là là, mais c'est des choses qui sont dans le secret défense le plus absolu, vous voyez. Mais enfin bon, ces armes à diriger, alors qu'est-ce que ça fait? Eh ben, évidemment, on peut assoler des choses, créer de la chaleur, on peut aussi créer des maladies. Quand vous avez un four à micro-ondes, un four à micro-ondes, ça a été lancé par la firme Raytheon américaine. Là-dedans, il y a un klystron. Et si vous regardez vos fenêtres de four à micro-ondes, vous verrez qu'il y a un petit grillage comme ça. Et ça, c'est une cage de Faraday. C'est-à-dire que les mailles font à peu près 1 millimètre, et c'est la longueur d'onde. Et le klystron qui se trouve à l'intérieur, je me rappelle à un moment, on avait envisagé d'utiliser ce type de klystron pour insoler des végétaux, pour voir si on n'arrivait pas à faire des manips avec ça. Et quand on a commencé à faire ça, il y a un spécialiste qui m'a dit, Jean-Pierre, attention, vous avez désossé un four à micro-ondes, vous avez sorti le klystron, mais vous vous rendez pas compte de ce qui va vous arriver. Quand on prend un émetteur à micro-ondes, il y a une fenêtre
d'émission, mais il y a des lobes secondaires. Vous voyez, quand on a fait les premiers radars, on avait une antenne radar et on envoyait le faisceau radar. Et puis, où est-ce qu'on mettait l'opérateur? Derrière. Et puis un jour, on s'est aperçu que ces gens-là, ils tombaient malades, qu'ils avaient des cancers. Pourquoi? Parce qu'ils ramassaient le lobe latéral. Donc maintenant, quand on fait marcher un radar, il n'est pas question de se mettre à côté. L'opérateur, il est à 500 mètres, vous voyez. Donc, quand vous prenez ces micro-ondes, déjà, vous avez une chose aussi, c'est que vous avez une petite rouellette, vous voyez, qui dispatche votre micro-ondes. Et autrement dit, vous faites des micro-ondes pulsées. Et ça, c'est cancérigène. Évidemment, on peut chauffer, on peut créer des incendies, on peut faire ce qu'on veut. Détruire des systèmes électroniques. Donc ça, c'est l'arme qu'on va utiliser contre les ogives, pour essayer de griller leur mécanisme d'explosion. Des choses comme ça. Et quant à la source d'énergie primaire, ça peut être des bombes atomiques. Il y a des systèmes laser dans lesquels la source d'énergie, c'est une bombe A. Vous imaginez la puissance. Et là, ce sont des coups de laser à rayons X. Non, la science-fiction, elle est là. Quant à la mentalité des gens qui l'utilisent, il n'y a aucune limite. C'est l'armée, il n'y a pas de réglementation pour l'armée. Mais quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est normal, c'est dans l'intérêt supérieur du pays. Il faut se dépêcher d'avoir ces armes avant que les autres ne les aient. On a une quantité de mégatonnes sur la tête qui est complètement délirante. Et en plus, nos dirigeants ne sont pas plus malins qu'il y a 50 ans, plutôt pire. Donc, autrement dit, la question, c'est, on n'a plus jamais fait d'explosion nucléaire depuis 20 ans. Est-ce que vous y croyez? Alors, à ce moment-là, il y a une solution qui consiste à faire des essais nucléaires souterrains discrets. Les militaires se donnent tous les droits. Donc, si vraiment il y a eu des essais nucléaires souterrains à cet endroit-là, c'est un terrain qui est calcaire. Donc, autrement dit, quand on a des expériences nucléaires souterraines comme ça, il reste les déchets. Et après, il va y avoir des fissurations. Il faut absolument qu'on soit en pointe au point de vue des essais nucléaires souterrains. Alors, comment est-ce qu'on fait des essais nucléaires souterrains furtifs? C'est très simple. Vous prenez un local qui est un peu plus grand que votre studio, là, mais 20-30 mètres de diamètre, puis vous avez votre explosif nucléaire au centre, et à la paroi, vous mettez des couches d'amortissement, et quand vous faites des explosions de ce genre, disons que ça vous fait des séismes de magnitude 3, c'est-à-dire c'est pas plus bruyant que des tirs de mine. Parce que quand vous êtes dans une mine et que vous extrayez du charbon, vous avez un couloir, vous faites des trous et vous faites péter 500 kg d'explosifs. Et 500 kg d'explosifs qui explosent, ça a la même signature sismique qu'une bombe. On dit, c'est des tirs de mine. Et on ne fait pas la différence. Que ce truc-là ait des retombées graves, que ça puisse polluer, ils s'en foutent. Mais ça, les Français, j'ai envie de dire, vous ne savez pas tout ce qu'on fait derrière votre dos. Moi, je pense quand même qu'il faut une énergie phénoménale pour faire un tsunami. Fin 2018 ou début 2019, Poutine a fait un discours en disant que les Russes, pour ne pas se lancer dans les armes antimissiles américaines, parce que quand George Bush a dénoncé les accords SALT, ils se sont dit, on va faire comme a fait papa, c'est-à-dire qu'on va pousser les Russes à faire une surenchère, à développer des trucs, donc ils ne vont pas s'en sortir. Donc Poutine, à ce moment-là, a dit, puisque vous ne voulez pas revenir sur ces accords, nous, on va développer des armes catastrophiques. Alors, au lieu d'avoir autant de fusées balistiques que l'autre, on va faire des trucs imparables. Et ces trucs imparables, par exemple, il y a un sous-marin qui se balade à 1000 ou 1500 mètres de fond, qui va à très grande vitesse, qui est propulsé par l'énergie nucléaire. C'est un drone, si on veut. Et là-dedans, ça va être des bombes de 100 ou 150 mégatonnes. Et ça, vous mettez ça devant une côte américaine, vous faites une vague de 500 mètres de haut. Est-ce qu'on peut faire un tsunami? Oui. Ça devient complètement anonyme, justement, c'est l'arme discrète. On peut se poser la question, pourquoi on a une technologie? Vous savez, pour les spécialistes de l'évolution, il y a un mot qui s'appelle l'hypertélie. L'hypertélie, c'est un dépassement de finalité. Il y a des animaux, ils ont des attributs, tout d'un coup, c'est un handicap pour eux. Voilà, le tigre à dents de sable, il a des dents qui sont tellement poussées qu'il ne peut plus arriver à mordre. Après, vous voyez, ça va pas. Nous, c'est pareil. On a développé des technologies. Maintenant, est-ce que vraiment les armes nucléaires, c'est monstrueux? Alors on peut se dire, mais pourquoi on a fait ça? Moi, je pense que c'est l'énergie qu'il faut pour faire des voyages interstellaires. Et nous sommes arrivés à un stade où la suite historique logique,
c'est les voyages interstellaires. Et ça fait partie de l'évolution de toutes les planètes, y compris la nôtre, étendre son champ relationnel en se complexifiant. Et ça, c'est la phénoménologie du vivant. Depuis la première bactérie, on devient de plus en plus compliqué, on étend le champ relationnel. Et là, actuellement, pour la Terre, on peut prendre son portable et appeler les antipodes. Donc ça y est, on a fait le tour. Alors, est-ce que ça s'arrête ? Non, si ça ne s'arrête pas, c'est interstellaire. Moi, je suis finaliste, disons. Je pense que l'évolution a un sens, c'est pas le hasard comme ça, aveugle. Bon, eh bien, toutes les planètes arrivent à un stade où elles ont cette capacité technologique, mais chez nous, la maturité n'est pas au rendez-vous. Imaginez qu'on franchisse cette espèce de virage à la corde où on ne s'annihile pas complètement et qu'on arrive à résoudre les problèmes de la Terre, on s'apercevrait qu'après avoir fait un pic, la démographie va descendre. Simplement que la démographie, elle se stabilise toute seule à partir du moment où les gens vivent bien, c'est tout. Il y a une foultitude de solutions.